Bon, donc on vous dit bonjour à tous ceux qui sont là. On a salué individuellement quelques-uns d'entre vous. Bonjour à tous et bienvenue. Et ravi de vous accueillir pour cette journée d'échange consacrée à l'analyse de cycle de vie, qui est un sujet qui mobilise et qui intéresse. Et on va comprendre pourquoi tout au fil de la journée avec vous. Grâce à vous, merci à tous les intervenants. Donc, je suis Nadège Bouquin, directrice de projet à l'ANRT. Et je suis virtuellement aux côtés de Philippe Roux, de l'INRAE, titulaire de la chaire Elsa Pacte, et de toute son équipe. Philippe nous fait l'honneur de présider ce colloque. Merci encore. Et nous avons travaillé aussi avec Raphaëlle Lamoureux, directrice de la Cité de l'économie et des métiers de demain à Montpellier, qui devait nous accueillir là-bas et vous pourrez nous accueillir, Raphaël, virtuellement aussi, en attendant une occasion plus favorable. Donc, peut-être juste deux petits propos liminaires sur l'organisation de la journée. Donc, nous sommes ensemble jusqu'à 16h30 environ, en commençant par Raphaël va vous adresser quelques mots de bienvenue, et Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT également. On aura ensuite 3 prises de parole, 3 keynote speech consacrées qui vont éclairer l'analyse de cycle de vie sous 3 angles, l'angle scientifique avec Philippe Roux, l'angle industriel avec Annelise Avril de Suez et l'angle des usages et des évolutions réglementaires et normatives avec Philippe Osset. Ensuite, on passera aux tables rondes, 2 tables rondes dans la matinée. On fera une petite pause d'une vingtaine de minutes entre les deux. Ce qui nous amènera jusqu'à environ, je crois, 12h40. On reprendra une heure après une pause méridienne d'1 heure, pour enchaîner avec les 2 tables rondes suivantes, puis la conclusion de Laurence Mila-Icanals du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Voilà, donc les petites consignes aussi de connexion. Merci à tous, je crois que c'est bien le cas et que tout le monde a maintenant bien compris d'éteindre les micros, de les rallumer quand vous prenez la parole. Et on affichera toutes les personnes de chaque table ronde, on essaiera de pouvoir vous voir, donc laissez les caméras peut-être allumées et les micros seulement quand vous prenez la parole pour les tables rondes. Et pour les participants, merci d'être nombreux à assister à ce colloque aujourd'hui. Vous pouvez interagir avec les autres participants ou les intervenants selon 2 modalités, soit en écrivant dans le chat avec la petite icône des personnes et Arnaud, Elias et Léonard Loiseau sont là de la chaire Elsa Pacte, sont là, merci beaucoup, pour modérer le chat, disons, répondre à certaines questions et également lors des tables rondes transmettre certaines de ces questions. On essaiera aussi ensuite peut-être de faire suivre les autres, peut-être qu'on ne les prendra pas toutes selon le temps disponible. Vous pouvez aussi, à la fin des tables rondes ou au moment où chaque président de session vous donnera la parole à la salle virtuelle, appuyer sur la petite icône, cliquer sur la petite icône, lever la main qui se trouve en haut de l'écran et demander la parole. Et on vous la donnera en vous appelant par votre nom, en essayant là aussi de donner la parole au plus de personnes possible. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment allez-vous? Donc on vous laisse peut-être éteindre micro et caméra pour rejoindre à présent Raphaël Lamoureux. Merci Raphaël de votre accueil virtuel et je vous laisse la parole. Bonjour Nadège, bonjour à tous. Et oui, il s'agit d'un accueil virtuel. Donc, écoutez, ravi donc d'accueillir virtuellement le colloque de l'ANRT à Montpellier, en Occitanie, à la Cité de l'économie et des métiers de demain. Alors, j'espère vraiment que c'est la dernière virtuelle et que la prochaine sera présentielle. Donc, la Cité de l'économie et des métiers de demain, donc c'est derrière moi sur la photo. Donc, virtuellement, il fait beau alors qu'aujourd'hui, il pleut à Montpellier. Donc, c'est un lieu, mais c'est surtout un projet dont je vais vous dire 2 mots. C'est un projet qui a été imaginé et développé par la région Occitanie, présidé par Carole Delga. C'est un projet qui cherche à éclairer, à anticiper, peut-on dire, mais surtout à préparer nos écosystèmes aux évolutions, aux métatendances de l'économie en repérant les signaux faibles, en captant les tendances et surtout en accompagnant les entreprises dans l'objectif de construire une économie durable et inclusive. C'est un projet qui est unique en France, qui adresse à la fois les sujets technologiques, les filières du futur, les transformations globales et les métiers.
Donc concrètement, on a 3 grands ensembles d'offres. On a une offre qui s'articule autour de l'open innovation. On a un lieu, comme pas mal d'autres lieux en France, qui vise à favoriser l'innovation avec l'accueil de hackathons, de défis, l'accueil de grands projets d'innovation. On a un axe autour des transformations globales. Donc, on amène les entreprises progressivement à travers des keynotes, des conférences, puis des ateliers vers des programmes d'accompagnement sur les transformations digitales, transformations écologiques. Je crois qu'il y a un micro encore branché. Et enfin, on travaille avec les entreprises sur l'anticipation des métiers de demain, à la fois à l'échelle des filières. Là, on est en train d'engager des travaux sur les métiers de demain dans la filière hydrogène vert, par exemple, ou encore des ateliers design métier. Voilà, de telle sorte que, au global, avec ce projet, on est à la fois sur les technos, la transformation globale des modèles et les métiers, et on essaye de faire avancer cela ensemble. Voilà, comme vous le savez, la région Occitanie est assez ambitieuse sur le plan énergétique et écologique. On a l'ambition REPOS, premier territoire, première région à énergie positive à l'horizon 2050. On a aussi un projet Green New Deal qui vient d'être voté, qui vise à développer une économie plus inclusive, plus durable, avec un volet alimentation, transformation écologique, métiers de demain, justement. À la Cité de l'Éco, on décline ses ambitions. On a une thématique qui s'appelle relier l'économie, les hommes, la nature. C'est dans le cadre de cette thématique qu'on a trouvé que le colloque ACV avait véritablement toute sa place, parce qu'on construit ici les technologies qui feront, on le pense à terme, les emplois de demain. Et donc vraiment, encore une fois, ravi d'être partenaire de l'événement, ravi d'accueillir vos travaux qui portent en germe, je pense, à terme demain des emplois durables sur nos territoires. Saluer quelques-uns de nos partenaires. J'ai vu parmi les intervenants Véronique Bellon-Morel, Jean-François Blanchet, qui sont membres du comité stratégique de la Cité de l'Éco. Remercier Philippe Roux de la chaire à Elsa Pack, grâce à qui nous sommes tous mis en relation. Remercier l'ANRT pour ce partenariat. Voilà, vous remerciez tous. Et puis, encore une fois, si l'accueil à la Cité de l'Éco n'est pas celui qu'il devrait être, on espère vraiment vous retrouver à des jours meilleurs. Voilà, très bons travaux à tous. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup, Raphaël, de votre accueil chaleureux. On espère avoir l'occasion une prochaine fois de pouvoir aller admirer votre beau projet sur place. Un petit mot pour vous rappeler de bien couper les micros, mais aussi les caméras. Peut-être, Monsieur Elie, votre micro est coupé, mais peut-être pas la caméra, donc n'hésitez pas. Et puis, je laisse la parole à Clarisse Angelier avant l'allocution du secrétaire d'État, je crois ne pas l'avoir mentionné. Merci, Clarisse. Bonjour, Clarisse Angelier, DG de la NRT. Bonjour et surtout merci d'être si nombreux avec une si belle variété de secteurs d'activité concernés. Et effectivement, ce sujet nous concerne tous, autant dans notre dimension professionnelle que personnelle. La transition écologique est le premier mot qui apparaît quand on ouvre le plan de relance de la France. Et le Green Deal va mobiliser plus de 7 milliards pour les 7 années à venir. La transition écologique constitue donc un enjeu impérieux à l'échelle de la planète. Et derrière ce dérèglement climatique qui nous fait face et contre lequel on s'essaye d'agir, il y a celui de la stabilité sociale de l'humanité. Donc c'est un enjeu extrêmement important. Ces questions sont néanmoins extrêmement complexes, elles appellent des choix difficiles et surtout difficiles à mettre en œuvre car ils reposent in fine sur des échelles d'action assez réduites. C'est l'action d'individus, de familles, d'entreprises, de territoires, et c'est la somme de ces actions qui va influer le cours de l'évolution. À quoi s'ajoute souvent une approche un peu passionnée, dogmatique, on y croit pas, c'est important de faire ou au contraire ça ne sert à rien. Nous cherchons donc ici à faire le point sur les outils d'objectivation de la mesure de l'impact de nos activités de production de biens et de services sur toute la chaîne de valeur concernée. Je parle souvent de avant le berceau et après la mort. Alors, je remercie moi aussi très vivement le professeur Philippe Roux qui a accepté de présider ce colloque et nous a accompagnés durant toute sa préparation. Ça représente à peu près 6 mois de travail. Je remercie Nadège aussi qui a tenu ça de main de maître. Je remercie enfin chaque intervenant pour le temps qu'il a consacré
les riches échanges qu'il nous a permis d'avoir et surtout du partage qu'il va nous offrir aujourd'hui. Alors, je reviens sur ce sujet d'importance et c'est pourquoi ce colloque constitue en fait le lancement d'un travail que nous allons mener avec Nadège à partir de 2021. Parmi les patrons des grandes entreprises que je peux côtoyer, typiquement ceux du CAC 40, ils sont nombreux à fixer un objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Cela appelle des travaux de recherche et développement et aussi d'inviter cette transition écologique dans les activités de R&D eux-mêmes. Donc la NRT a toute sa place sur ces questions. Je souhaite faire travailler l'ensemble de nos membres sur les questions de la mesure de l'empreinte environnementale en vue de partager déjà les pratiques d'aujourd'hui, les questions de chacun, et surtout d'élaborer des recommandations que nous porterons à l'attention des décideurs publics comme on le fait sur l'ensemble de nos travaux. Donc si cela vous tente, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ceux qui ne sont pas membres de la NRT, qui nous ont rejoints aujourd'hui parce que c'est la règle, pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés de laisser venir leur entourage, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait vraiment des choses absolument utiles et très intéressantes. Alors, comme l'a déjà un peu dit Nadège, je vais céder la parole à Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques, qui a accepté d'ouvrir notre colloque par une vidéo préenregistrée. Vous noterez dans son discours qu'il nous présente en tant qu'académie de la recherche et de la technologie. Nous sommes pour l'instant qu'association. Cédric, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas la possibilité d'être parmi vous ce matin, mais compte tenu de l'importance du sujet, il me semblait important que je puisse vous dire quelques mots sur la manière dont nous voyons cette question de la mesure de l'impact environnemental au sein du gouvernement. Je veux commencer par remercier l'Académie nationale pour la recherche et la technologie pour avoir organisé ce colloque sur la mesure, parce que je pense que nous sommes au cœur du sujet. Un mot d'abord, évidemment, sur la question de l'importance de cette question de la transition environnementale et de l'investissement dans la technologie verte et de la nécessité de diminuer notre empreinte environnementale. Comme chacun le sait, ce n'est pas une découverte, c'est un élément absolument structurant de la politique du gouvernement, qui est un élément transverse, qui irrigue notamment le plan de relance, puisque un tiers du plan de relance sera consacré à la question de la transition énergétique et à l'investissement dans les technologies de la transition énergétique. Alors cette question de la transition environnementale, on en parle énormément, elle occupe les médias, elle occupe nos débats, elle est absolument essentielle, elle influe sur la question politique et sur les débats démocratiques. C'est bien normal compte tenu de l'importance du sujet. Le problème que l'on a, et c'est d'ailleurs souvent ce que l'on a dans la sphère médiatique, c'est un problème de mesure. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui n'est pas efficace? Dans quels ordres de grandeur? Et là, on se rend compte que la connaissance scientifique, le débat médiatique n'est pas tout le temps à la hauteur de l'importance absolument quasiment ontologique du sujet. C'est pourquoi, au cœur de la feuille de route pour la transition environnementale du numérique que nous avons présentée avec Barbara Pompili, nous avons mis l'accent sur cette question de l'objectivation de l'empreinte environnementale du numérique. Alors le numérique, parlons-en, c'est un secteur, une économie qui aujourd'hui a un impact relativement limité, mais donc on a du mal d'ailleurs à quantifier exactement, puisqu'on lit des chiffres qui vont entre 4 et 7%, et on se rend compte, quand on fait un peu de science, qu'entre 4% et 7%, déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un des secteurs qui a la dynamique de croissance la plus importante, et qu'il s'agit, de la mesurer, de la maîtriser, mais pour la maîtriser, on a besoin de la mesurer. C'est pour ça que le colloque qui vous occupe aujourd'hui est absolument important. On doit mieux mesurer l'impact environnemental des outils numériques, des équipements numériques, des données, de la transition des données et de tout l'écosystème qui va avec la transition numérique, qui est un corollaire de la transition environnementale. Mais s'il y a un élément sur lequel je pense que nous devons également approfondir notre connaissance, c'est sur les externalités du numérique en termes environnementaux, que ce soit les externalités négatives, de mieux en mieux connues, mais également les externalités positives, car il y aurait une forme d'hémiplégie de la recherche scientifique et même du débat public et politique à se concentrer sur la consommation pure des objets numériques, des antennes 5G par exemple, des terres rares, des métaux rares qui sont consommés par la transition numérique, sans prendre en compte
la question des externalités positives, des déplacements évités, de la consommation de matières premières évitées, du fait qu'une architecture ou un système dans lequel on injecte beaucoup plus de données est beaucoup plus efficient, et il y aurait une forme de biais cognitif, en tout cas de biais de perception du secteur, qui serait problématique pour l'objectivité de nos décisions, mais surtout problématique à long terme, parce que s'il y a un élément dont je suis absolument persuadé, compte tenu de l'évolution démographique de la planète, compte tenu de l'évolution sociétale et sociale de la planète, c'est que nous ne réussirons jamais la transition environnementale si nous ne réussissons pas à continuer à innover, si nous ne réussissons pas à continuer à être plus efficaces, et pour cela, on doit investir dans la technologie. C'est pour ça que l'ANRT est un acteur du débat public qui est absolument essentiel et qui est très légitime à aborder cette question de la mesure, pour essayer parfois d'objectiver et un peu de dépassionner ce débat, qui reste un débat absolument essentiel, mais que si l'on veut réussir, on doit réussir à faire ce qui marche, à faire ce qui est utile, et pas à faire ce qui est le plus, forcément, le plus démagogique ou qui nous assure d'être au journal de 20h. Merci pour ce travail. J'imagine que ce colloque ne fera qu'ouvrir un débat que le gouvernement cherche à nourrir par ailleurs de données objectives. Je pense à l'étude qui est menée actuellement par l'ADEME et l'ARCEP sur l'impact des équipements de télécommunications en termes environnementaux, mais qui est absolument essentiel si on veut réussir à avoir des actions efficaces et un débat démocratique serein et sain. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit votre écran. Avec la diapositive. Donc, merci beaucoup de m'avoir demandé de présider ce colloque. Et donc, je suis en charge, après cette intervention du secrétaire d'État Cédric O, de présenter un petit peu l'analyse de cycle de vie, quels sont les enjeux à travers une vision scientifique, puisque je suis titulaire de la chaire Elsa Pact, Alors, attendez, hop. Qui est une structure à Montpellier qui regroupe 5 institutions de recherche, donc le CIRAD, l'INRAE, je rappelle l'INRAE c'est la fusion d'IRSTEA et de l'INRA, l'école des mines d'Alès et Montpellier Supagro, donc 2 écoles d'ingénieurs et 2 institutions de recherche. Et puis on a des partenaires entreprises, dont certains vont intervenir dans la journée. Et cette chaire, elle regroupe des équipes méthodologiques sur l'analyse du cycle de vie, mais elle a, dans son partenariat avec les industriels, 4 champs d'application privilégiés qui sont la gestion de l'eau, l'agriculture et l'agroalimentaire au sens large, les produits résiduaires organiques et les énergies renouvelables. Et c'est un petit peu ce qui fait qu'on va avoir des partenaires aussi différents que Bonduelle, par exemple, pour les produits, l'agroalimentaire, et que GRDF, par exemple, pour les énergies renouvelables qui permettent de réutiliser tous les déchets verts qu'on va retrouver dans tous les secteurs d'activité. Donc voilà pour qui nous sommes. Et l'objectif de cette chaire, c'est de jeter un pont entre les entreprises, entre le secteur économique et le monde de la recherche, représenté par ces 4 institutions, et qui sont toutes dans un pôle de recherche qui s'appelle le pôle ELSA, et qui est probablement l'une des plus grosses équipes françaises qui travaille sur la méthodologie ACV. Alors, excuse-moi, Philippe. Oui. Je pense qu'il y a un problème sur l'affichage des diapos. Parce que on est sur la première diapo. Sur la première diapo. Alors, voilà ça. Voilà. On n'est pas en mode présentation, diaporama. Alors, si je mets en mode présentation là. Alors, en tout cas, c'est visible, mais bon, c'est pas en mode diaporama, mais on voit le contenu en tout cas. Interface PowerPoint. Tu peux passer comme ça. Là, on est diapo 3. Ou en cliquant en haut sur diaporama, dans le bandeau brun peut-être. Je suis en diaporama là. Ah oui, donc c'est simplement parce que c'est un partage pas d'écran, de fenêtre, enfin il y a une... Mais c'est visible, je pense que ça peut... Alors je suis désolée, j'arrive pas à désactiver les infobulles. Excusez-moi, je vais reprendre le partage, mais... Est-ce que là, vous avez les diapositives? Alors, on est sur le premier enjeu, les enjeux pour la planète. Voilà, là, les diapositives défilent, l'animation? Non. Alors, je vais rester écouter comme ça.
Ah, voilà, ça va mieux. C'est un peu plus grand. Voilà. Donc, la présentation que je vais vous faire va être sur trois, va être décomposée en trois parties. Les enjeux pour la planète, le besoin de métriques pour agir. Là, je vais rejoindre tout à fait ce qu'a dit Cédric O avec le besoin de mesure et d'objectivation. Et puis, on terminera sur les enjeux pour la CV. Donc, en tant que scientifique, il revenait de mon devoir de présenter, disons, les enjeux pour la planète. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de faire un colloque sur le CV. Donc, pour faire un très rapide historique, en l'an 2000, donc les Nations Unies, Kofi Annan en l'occurrence, a lancé une grande expertise qui impliquait plus de 1000 chercheurs à travers le monde, qui s'appelait le Millennium Ecosystem Assessment, et avec comme objectif d'établir les bases scientifiques de l'état de la planète à la fin du XXe siècle et des conséquences de ces changements et des actions nécessaires. Donc, l'une des conclusions de ce travail a été qu'il y avait 5 principaux drivers de l'effondrement de la biodiversité qui commençaient à la fin du XXe siècle à être observés. Et ces 5 drivers de l'effondrement de la biodiversité sont le changement d'habitat, c'est-à-dire la destruction d'écosystèmes. Par exemple, on a une illustration sur cette photo de l'Amazonie, qui est de la déforestation. Les espèces invasives. Ça, c'est par exemple, chez moi, j'habite au nord de Montpellier, il y a plein d'écrevisses américaines qui ont envahi tous les cours d'eau et qui ont occupé l'espace des espèces endémiques qu'il y avait avant et qui les ont détruites. Il y a la surexploitation avec cette illustration de la surpêche, la pollution, bien entendu, et puis le changement climatique qui est l'un des principaux aussi drivers de cette perte de biodiversité. Alors, depuis 2000, on a une confirmation du déclin généralisé de la biodiversité. Je vous ai mis deux publications emblématiques sur ce sujet, 2 publications scientifiques. Une première qui a mis en évidence que 75% de la biomasse d'insectes volants a disparu en l'espace d'une trentaine d'années. Et puis cette deuxième publication dans Science, donc un des plus grands journaux scientifiques, qui quantifie l'effondrement des oiseaux à l'échelle de l'Amérique du Nord. Là, vous avez donc un effondrement de moins 3 milliards d'oiseaux depuis les années 70, qui est décliné par écosystème. On voit qu'il y a des écosystèmes qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, ceux qui sont en bas de cette courbe. Donc, confirmation du déclin généralisé de la biodiversité qui nous amène dans les années 2010 au concept des limites planétaires qui est posé par Rockström, un chercheur. Ce que vous avez sous les yeux, c'est la planète et le cercle vert. Je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je la déplace. Le cercle vert que vous avez au milieu, c'est les limites à l'intérieur de laquelle il faudrait rester. Ces limites, si on les dépasse, on risque de rentrer dans des phénomènes non linéaires, c'est-à-dire que si on dépasse les limites planétaires, on va enclencher des processus qui seront irréversibles, qui pourraient être irréversibles. Donc en 2010, il y a 10 ans, on avait constaté déjà avec les publications que je vous ai illustrées qu'on explosait totalement l'effondrement de la biodiversité, c'est ce qui est en rouge vif, et là on est au-delà de... Chaque fois qu'on franchit un cran, c'est facteur 1, 2, 3, 4. Là, on est très, très loin de là où il faudrait qu'on soit. Et puis, à l'époque, il y a 10 ans quand même, à l'échelle planétaire, c'est la photo en 2009, on était à quasiment 1,5 fois trop en termes de changement climatique. Et puis, sur le cycle de l'azote, on explosait aussi les limites planétaires. Et puis, il y avait la pollution chimique, c'était impossible de quantifier les limites planétaires à cette époque-là, dans ce contexte-là. Donc, à travers ça, on a commencé à poser le fait qu'il y ait des limites. Et depuis, sur la dernière décennie, la menace notamment du changement climatique s'est avérée. Et on voit sur cette publication très récente, qui date de l'an dernier, dans Nature, un autre très grand journal scientifique, que ce que vous avez ici, entre la perception qu'on avait du risque de changement climatique en 2000 et la perception qu'on en a aujourd'hui, on pensait que si on atteignait les 5 degrés d'augmentation moyenne, on rentrait dans une zone de risque toujours, c'est-à-dire qu'on allait au-delà des limites d'auto-adaptation de la planète. Ça veut dire quoi pour le changement climatique? Ça veut dire que, par exemple, il y a un certain nombre de drivers qui sont bien
identifiées dans cette publication. Mais par exemple, si on dégèle le permafrost, on va libérer des quantités telles de méthane que même si on arrêtait toutes les activités humaines émettrices de gaz à effet de serre, le phénomène s'auto-alimenterait. C'est-à-dire que les quantités de méthane émises seraient suffisantes pour réchauffer la planète, pour libérer des quantités supplémentaires dans un processus irréversible. Donc on pensait que les limites pour atteindre ces processus irréversibles étaient autour de 5 degrés, et on en est aujourd'hui à dire c'est aux alentours de 2 degrés 5. Hein. C'est la limite qu'il ne faudrait pas franchir pour ne pas rentrer dans la zone rouge. Donc vous voyez qu'on est sur des sciences très jeunes. Hein. Tout ce dont on parle, y compris la CV, c'est des sciences qui ont 20 ans, c'est pas 20-30 ans maximum, alors que la physique, la chimie, ça date ça a plusieurs millénaires. Hein. Donc une évolution très rapide avec un gros corpus de publications scientifiques qui confirme que la menace du changement climatique notamment, et puis toutes les menaces que j'ai évoquées précédemment avec les 5 drivers d'effondrement de la biodiversité, se confirment. Alors, donc, comme on l'a vu ce matin par le discours introductif du secrétaire d'État, il y a un besoin de métriques pour agir. Alors, comme l'avait dit Lord Kelvin quand il a inventé le thermomètre, si on n'est pas capable de mesurer quelque chose, on va avoir du mal à l'améliorer. Donc, à partir de ça, pour améliorer, pour réduire l'impact qu'ont les activités humaines sur l'environnement, on pense qu'il faut qu'on se dote d'instruments, de métriques, qui vont avoir deux objectifs. Un, une perspective cycle de vie, c'est-à-dire de prendre en compte l'ensemble des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie du système considéré. Fin de vie qui peut être je referme la boucle si je fais du recyclage ou de la réutilisation et j'incinère par exemple si je n'ai pas d'autre solution. Et puis on doit avoir une approche multicritère des impacts, c'est-à-dire pour bien capter tout ce que je viens de vous décrire précédemment, on doit capter le réchauffement climatique, une de ces barres qui est la première ici, mais aussi tout un tas d'impacts qui sont liés aux pollutions chimiques, qui sont liés à la surexploitation, qui sont liés, etc., à la surexploitation des ressources pour les générations futures, etc. Et puis, là aussi, comme l'a dit le secrétaire d'État, vous avez des barres qui sont au-dessus de la barre horizontale, c'est tous les impacts qu'on génère, mais il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on recycle, qu'on réutilise ou qu'on reboucle, on a des impacts évités et que c'est toute la partie rouge qui est en bas de la courbe. Donc, pour ce faire, on a mis au point la méthode de l'ACV qui consiste à modéliser un système. Vous avez sous les yeux un exemple d'une station d'épuration, d'une infrastructure. Donc, je vais décrire toute la phase de construction et de ces 30 ans de vie, par exemple, et de démantèlement. Je vais modéliser tout son fonctionnement avec l'énergie, la maintenance, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner cette station. Et puis, je vais avoir tous les polluants émis dans l'air, dans l'eau et dans les sols, parce que dans une station d'épuration, par exemple, j'ai des bactéries qui vont transformer toute la matière organique et avoir des dégazages de gaz à effet de serre ou de gaz acidifiant. Et puis, j'ai de la logistique et du divers qui vont me permettre de calculer des impacts suivant toute une série d'impacts multicritères. Hein. Vous allez retrouver, par exemple, ici le global warming, donc le réchauffement climatique qu'on vient d'évoquer, mais aussi, par exemple, les radiations ionisantes pour l'énergie nucléaire française, et puis l'épuisement des ressources, etc. Et ces impacts peuvent être regroupés, ces impacts ou ces impacts évités, à chaque fois qu'on reboucle les flux, peuvent être regroupés en dommages sur la santé humaine, dommages sur les écosystèmes ou dommages sur la disponibilité des ressources pour les générations futures. Et c'est ça que permet de faire l'ACV lorsqu'on fait des calculs pour comparer des systèmes ou les éco-concevoir. Donc, je vais terminer sur les enjeux, par une dernière diapositive, sur les enjeux pour l'ACV. Alors, les enjeux, vous avez un schéma. Si on regarde la première figure, on est dans les années 90. Et la perspective de l'époque, c'était technologie propre. Hein. D'ailleurs, il y a un journal international qui est encore très cité en sciences et qui est très d'actualité, mais qui s'appelle International Journal of Cleaner Production ou écotechnologie. Nous-mêmes, dans mon institution à l'époque, IRSTEA, on avait un département qui s'appelait écotechnologie. Donc là, parmi toutes les petites boîtes que vous voyez sous vos yeux, là à gauche, ce sont toutes les activités humaines, par exemple sur un territoire. On s'intéressait à une technologie et on se disait que si on diminue de 30% par exemple la consommation d'un moteur thermique d'une voiture, elle va émettre 30% de moins de gaz à effet de serre et de polluants et que donc c'est bon pour la planète, ce qui est vrai. Sauf que les facteurs de gain qu'on peut avoir avec cette perspective, ils sont de l'ordre de 20, 30, allez, 40% dans certains cas, mais ils sont très en deçà
des enjeux qu'on a vus tout à l'heure. Parce que là, les enjeux, par exemple, sur le réchauffement climatique, ce n'est pas de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre. À terme, c'est de les réduire facteur, alors ça dépend les pays, en moyenne mondiale ou en France, mais c'est de les réduire de facteur suivant les pays, entre 2 et 6, si on est un pays très industrialisé ou si on est un pays qui a moins. Donc à partir de ça, dans les années 2000, après s'est développée la perspective cycle de vie. Et là, l'ACV, c'est la maturité de l'ACV, où on dit il ne faut pas regarder qu'une technologie, mais il faut la regarder du berceau à la tombe. Donc, par exemple, si je prends la voiture, là, on va basculer sur la voiture électrique et on va se dire, je ne peux pas regarder la voiture électrique uniquement sur son lieu d'utilisation, mais je dois remonter en amont jusqu'à la production d'électricité. Et suivant que cette électricité, elle vient de renouvelables ou de charbon, ben vous comprenez bien que l'empreinte environnementale de la voiture électrique ne sera pas du tout la même. Et puis, je dois aller jusqu'à la fin de vie de la voiture, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de recycler ou pas la batterie? Et ça, c'est ce qu'on appelait la perspective cycle de vie. Et là, on voit que, alors c'est empirique, les facteurs de gain, mais les facteurs de gain peuvent aller jusqu'à facteur 2. Parce que là, on va réellement regarder l'ensemble du cycle de vie. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous réunit, on va dire, dans le colloque, c'est de... Alors, on n'a même pas encore complètement digéré ça, on sait que par rapport aux enjeux, il faut qu'on bascule dans une perspective d'économie circulaire et territoriale, où là, il faut avoir capturé la vision de toutes les activités humaines et de faire en sorte que les déchets de l'un puissent être réutilisés ou recyclés dans une autre filière. Donc c'est une vision où on va essayer de faire non plus du berceau à la tombe, mais du berceau au berceau. Et du coup, qui n'est plus de fin de vie, qu'on n'extrait pas systématiquement, qu'on n'ait plus des cycles de vie ouverts où on extrait des matières premières et puis ça se termine dans une décharge publique ou dans un incinérateur. Donc là, on pourrait croire que l'ACV, il n'y en a plus besoin, puisqu'on n'est plus du berceau à la tombe, on est du berceau au berceau. Alors, idéalement, si un jour on atteint une société comme ça, il n'y en aura plus besoin. Mais dans toute cette phase de transition, il va falloir voir que chaque fois qu'on essaie de reboucler un flux, c'est-à-dire qu'on fait que, par exemple, la batterie de la voiture électrique, elle va être recyclée pour récupérer les composants, ou la batterie du téléphone portable, il va bien falloir, il y a besoin de technologie pour refermer ces boucles, et il faut vérifier que l'énergie et les impacts environnementaux générés par ces technologies sont bien nettement inférieurs aux bénéfices qu'on a de reboucler ces flux. Et donc l'ACV va être quand même l'outil essentiel, le thermomètre environnemental, l'outil critère qui va nous permettre de faire ces évolutions. Et là, on sait que si on fait ça, on va être à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire que là, les facteurs de gain peuvent être de 2 à 6, donc à la hauteur des enjeux pour la planète. Donc je pense qu'à travers ce schéma, on introduit vraiment la journée qu'on va passer ensemble autour de ces questions de métriques pour accompagner ces transitions. Avant de parler en fait au niveau de l'entreprise, je voulais revenir à notre expérience individuelle de citoyens, de consommateurs, d'usagers, parce que les choix qui s'offrent à nous sont finalement assez révélateurs et illustratifs de ce qui se passe aussi au niveau de l'entreprise. Alors, on évolue dans un monde complexe, c'est une banalité que de le dire, et qui se complexifie encore, puisqu'en fait il y a énormément d'interdépendances, d'interconnexion entre différentes problématiques qui ne font que se développer. Nous sommes, pour la plupart d'entre nous, animés par une volonté de bien faire, de faire des choix en termes de comportement, de consommation qui soient vertueux pour la planète. Mais dans bien des cas et dans bien des situations, finalement, nous sommes désarmés face aux choix à faire parce que finalement, nous ne savons pas quel va être le meilleur choix. Et j'appelle ça finalement le dilemme du sèchement. Parce que lorsque vous lavez les mains dans un lieu public, vous avez souvent le choix entre le sèche-main en tissu, donc vous savez que certes, il va être derrière du coup lavé, il va consommer beaucoup d'eau, il a été fabriqué en coton, et que la culture du coton est aussi très consommatrice d'eau. Deuxième choix, c'est le sèche-main avec les petites serviettes en papier, qui pour certaines vont être recyclées, mais constituent quand même un déchet. Et puis troisième choix, c'est le sèche-main électrique, qui est à la fois très consommateur d'énergie lors de son usage, mais aussi lors de sa fabrication, parce qu'il implique des composants électroniques, etc., n'a pas été non plus très vertueux sur les extractions de minerais qui sont requis, etc., etc. Et donc finalement, à la fin, quand on veut faire finalement le choix le plus positif pour la planète, ou en tout cas le moins négatif, on ne sait pas comment éclairer, objectiver ce choix. Eh bien, au niveau de l'entreprise, c'est exactement le même type de dilemme que l'on a à résoudre
Alors, je dirais pas quotidiennement, mais en tout cas, au moins à l'échelle hebdomadaire, dans tous les actes de l'entreprise, que ce soit des comités d'investissement, des comités d'offres, des montages de projets. On est confronté à des choix de cette nature sur lesquels on a parfois un vrai manque d'éléments, d'informations pour objectiver ce choix. Alors, je vais vous donner 2 exemples en fait au niveau de Suez, auxquels je n'ai pas la réponse d'ailleurs, hein, pour illustrer ce dilemme. Alors, vous le savez, au niveau de Suez, nous portons 2 métiers. Nous sommes spécialisés dans la gestion de l'eau et dans le recyclage et la valorisation des déchets. Au niveau du recyclage et la valorisation des déchets, par exemple, vous avez le sujet du choix le plus vertueux en matière d'économie circulaire entre réemploi ou recyclage. Alors, le réemploi, c'est ce qu'on appelait autrefois, vous savez, la consigne, hein, c'est-à-dire qu'on récupère les emballages, on les nettoie et puis on les réemploie, on les réutilise tels queux. Et là, eh bien, effectivement, il y a tout un sujet de consommation d'eau au niveau des lavages qui sont requis, des transports successifs, etc. L'alternative, c'est de prendre l'emballage et le recycler pour en faire un autre produit ou un autre emballage. Donc là, plus de problématique forcément de lavage à l'eau, mais là, on va avoir des sujets déjà en fait de lieux de recyclage. Alors, est-ce qu'effectivement, on va s'inscrire plutôt dans des boucles courtes avec une possibilité de recyclage à proximité, ou est-ce qu'il va y avoir du transport qui va être impliqué, et là, auquel cas, on a des empreintes CO2 qui sont très élevées. Hein, si on va faire recycler en fait ces packaging dans un autre pays, c'est forcément beaucoup moins vertueux que quand c'est local. Donc, réemploi versus recyclage, il n'y a pas de réponse simple, il n'y a pas de réponse unique surtout. Et le deuxième dilemme que l'on a à résoudre, c'est la combinaison, la conciliation de transformation numérique et transformation environnementale. Alors, je suis moi-même conflictée sur le sujet puisque je suis en charge à la fois chez Suez de la recherche et de la transformation digitale. Et j'ai finalement pour mission de montrer que les deux peuvent cheminer à la fois main dans la main, et même qu'en cheminant main dans la main, elles vont générer un impact d'autant plus positif que l'un a nourri l'autre. Mais ce n'est pas évident. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de Smart City. Est-ce que finalement, tous les capteurs dont on va équiper la ville, tout le transfert de données qui va être généré, le stockage de données, est-ce que tous les systèmes d'hyperviseurs que l'on va mettre en place, qui, de par leur infrastructure, mais aussi leurs usages, vont avoir un impact environnemental, vont néanmoins permettre de générer un impact environnemental tel que le net soit positif? C'est une question aujourd'hui auquel il est très compliqué de répondre, d'autant que la Smart City adresse beaucoup de dimensions. Hein, vous le savez, ça va à la fois gérer des problématiques de trafic, de mobilité urbaine, des problématiques d'éclairage public, des problématiques effectivement de gestion de l'eau, de gestion des déchets. Et donc sur toutes ces dimensions, il faut évaluer l'impact positif, le bénéfice environnemental que va apporter le concept de la Smart City pour regarder si par ailleurs l'empreinte environnementale du système lui-même est bien inférieure aux bénéfices générés. Et ça aujourd'hui, pour réaliser cette analyse, qui est vraiment du coup une analyse systémique, on manque d'approche intégrée, on manque d'outils. Donc, au niveau de l'entreprise aujourd'hui, je dirais qu'un outil tel que l'ACV, il a plusieurs cas d'usage, mais le premier et celui vraiment qui est critique pour nous, c'est d'éclairer les choix de façon, d'une part, à pouvoir objectiver le choix d'une solution. Deuxièmement, vérifier que lorsqu'on choisit ou on développe une solution, elle ne va pas créer un problème supérieur par la suite. C'est un peu ce que je disais au niveau des solutions numériques ou du digital. Le troisième, on en a parlé aussi un peu, c'est finalement de suivre dans la durée, de pouvoir rendre compte de l'impact, de montrer si ce choix était efficace ou pas, et de rendre compte, parce que de plus en plus dans notre société, il y a un besoin légitime de transparence. Et puis, j'en ai pas encore beaucoup parlé parce que j'ai surtout parlé de choix, mais avant de faire des choix, finalement, il y a un sujet de compréhension. C'est aussi un très bon outil
pour réaliser des diagnostics, pour mieux comprendre des sujets très complexes. Et là, je vais prendre un exemple très récent, puisqu'au niveau de la profession de l'eau, nous avons travaillé avec l'INRAE récemment sur la problématique des micropolluants, et notamment des micropolluants dans l'environnement, après passage dans nos stations d'épuration. Vous savez déjà, les micropolluants en soi, c'est une population de composés extrêmement vaste. Il y en a plus de 110 000 qui sont recensés au niveau de l'Union européenne. Vous allez retrouver dedans des pesticides, des hydrocarbures, des résidus médicamenteux. Donc déjà, en fait, c'est un gisement très large. Et après, donc, avec des provenances du coup très variées. Et après, ils vont avoir bien sûr, tout au long de leur vie, des parcours qui vont être très différents. À un moment ou à un autre, ceux qui vont se retrouver effectivement dans les eaux usées vont arriver dans nos stations d'épuration. Suivant les types de filières de traitement qu'il y a, ils vont se retrouver captés ou au contraire, certains vont passer à travers les mailles du filet et vont se retrouver dans l'environnement. Et on avait besoin de comprendre à travers donc du coup l'outil tel que l'ACV quel était l'impact à l'arrivée des micropolluants sur l'environnement. Donc ça, c'est une étude qui vient d'être publiée la semaine dernière, en fait, par l'Union des industries et des entreprises de l'eau. Et voilà, c'est un diagnostic qui avait été réalisé avec l'INRAE. Donc, comprendre, bien objectiver, orienter les choix et rendre compte, pour moi, ce sont les 3 principaux cas d'usage qu'il y a dans l'entreprise et qui, encore une fois, sont vraiment critiques. Alors aujourd'hui, quels sont les outils dont on dispose? Alors on en a déjà un peu parlé. Il y a déjà bien sûr le bilan carbone qui s'est imposé depuis très longtemps, mais qui n'adresse que la problématique du CO2, même pas des autres gaz à effet de serre. Il y a tout le sujet des empreintes qui se sont développées à un moment. Donc les empreintes eau, par exemple, on en a beaucoup parlé. On dit voilà, il faut tant de litres d'eau pour fabriquer un jean ou une voiture. Nous-mêmes, nous avions commencé à réfléchir à développer une empreinte déchets pour regarder quelle était finalement la quantité de déchets ultimes générés par une activité, un produit, un service. Il y a désormais aussi un index qui est clair sur les impacts en matière de biodiversité, le Global Biodiversity Score. Et puis, par exemple, nous travaillons aussi avec la Fondation Ellen MacArthur sur un outil qui s'appelle Circulytics, qui permet d'évaluer dans quelle mesure, de la même façon, un produit, un service, un équipement contribue ou non à l'économie circulaire. Alors, le problème de cette multiplicité d'outils, c'est que pour beaucoup, en fait, ils sont soit monodimensionnels, ils n'adressent finalement qu'un secteur, eau, CO2, déchets. Donc, il n'y a pas cette approche intégrée. Parfois, en fait, ils regardent essentiellement la phase de conception, mais pas nécessairement, effectivement, toute la vie du produit ou de l'équipement. Et donc, je pense que par rapport à cette multitude d'outils monodimensionnels, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir un outil qui soit multidimensionnel, qui propose une approche donc intégrée, qui soit reconnu et légitime et partagé, puisque vraiment aujourd'hui, chacun y va un peu de son outil, de son côté, et je pense que ce serait bien d'avoir un référentiel commun qui permette aussi du coup à tout le monde à la fois de parler le même langage, mais aussi de pouvoir comparer les choses, avoir un peu quelque chose qui soit l'équivalent, vous voyez, du Nutri-Score, qui aujourd'hui c'est un peu imposé à tous. Donc avoir un référentiel commun et partagé, je pense que c'est également vraiment une nécessité. Et puis voilà, on est un acteur économique, on a besoin d'être efficace. Je pense qu'il faut aussi que ce soit un outil qui soit très opérationnel, de façon à ce qu'on puisse l'utiliser le plus largement possible et le plus fréquemment possible dans tous les cas d'usage que j'ai partagés avec vous. Alors, comment faire? Je pense que justement, si on veut que ce soit un outil, un référentiel qui soit largement partagé, il faut nécessairement qu'il repose, qu'il soit issu d'un travail collectif, de façon à ce que chacun puisse contribuer à cette réflexion et qu'on élabore ensemble un outil qui soit du coup le plus inclusif, le plus englobant, dans lequel chacun se retrouve. Aujourd'hui, je pense que chacun travaille en partenariat déjà avec certains acteurs. Je pense vraiment que l'ANRT est
un très bon dispositif pour fédérer justement les énergies, les bonnes idées pour progresser encore dans ce domaine et faire en sorte que l'on aboutisse à quelque chose qui soit très largement reconnu, partagé et utilisé. Voilà, et donc on sera, en tout cas, je parle pour le compte de Suez, mais je pense au-delà de ça, de notre profession, très heureux d'y participer. Merci de me donner la parole et de m'avoir invité à faire cette présentation. J'espère qu'on voit bien ma présentation. Oui, on la voit, je la vois pour le moment. Excellent, merci. Donc du coup, l'idée est effectivement, après les présentations de Philippe Roux et d'Annelise Avril, de revenir vraiment sur ces sujets d'analyse de cycle de vie avec un point plus large un peu sur les usages en lien avec la méthode. Comme présenté, donc je suis fondateur de Solinen, aussi directeur scientifique de Score SIA qui vous sera présenté cet après-midi par Jade Garcia et Jean-Paul Cazalet, son président. Et je m'implique dans les travaux de normalisation, notamment sur le sujet de l'analyse de cycle de vie et de la communication environnementale, en animant à l'AFNOR, le groupe Miroir, sur ces travaux-là. J'ai aussi participé assez activement au projet d'affichage en France et à l'expérimentation PEF, Product Environmental Footprint, au niveau européen. Alors, sur les usages, la typologie que je voulais vous présenter ce matin en quelques minutes se fait sous 4 axes, stratégie, on vient de le voir avec la présentation précédente, R&D et innovation, le support à la communication environnementale et lobby technique et réglementaire. Et on va voir qu'un des messages clés que j'espère que vous retiendrez après mon intervention, c'est qu'en fait, faire une ACV, quelqu'un qui dit je fais une ACV, il ne dit pas grand-chose et ça aide pas. C'est qu'il faut préciser ce qu'on veut faire pour avoir justement la mise en œuvre de cette méthodologie réalisée de façon appropriée. Et justement, pour commencer sous l'angle stratégie, vraiment, bon voilà, c'est avoir des décisions à moyen et long terme d'une entreprise, identifier des priorisations d'action pour les politiques publiques. Ça, voilà, c'est la stratégie. Elle va demander, pour des entreprises, sans doute un usage interne et plutôt confidentiel. On ne cherche pas vraiment à communiquer, on cherche à mettre en place sa stratégie et on verra après sur les usages de communication. Et du coup, la pratique va plutôt se fonder sur des approches globales et un peu simplifiées. On n'a pas forcément besoin d'énormément de précision. Ce qu'on veut, c'est dégager une action, prendre des décisions. Et un point aussi important ici, c'est que ceux qui vont prendre ces décisions-là, ce n'est pas des experts d'ACV, ils ne connaissent pas comment manipuler un logiciel, les bases de données. Eux, ce qu'ils veulent, c'est justement savoir utiliser les résultats des travaux d'expertise. Et justement, il y a vraiment dans une entreprise les experts qui vont pratiquer et puis ceux qui vont utiliser. Et je pense qu'à terme, ceux qui utiliseront seront très nombreux. Parce que justement, chacun va essayer de remplir ses objectifs. Sur la stratégie, évidemment, les normes en référence, alors je ne vais pas la rementionner à chaque fois, c'est ISO 14044. Une norme sur les organisations, l'application de la CV en organisation a été développée, c'est 14072. Et la norme aujourd'hui sur la neutralité carbone, 14068, est en cours de développement. Alors les normes, souvent, les gens disent oui, ça contraint. Non, là, les normes de la pratique, certes, elles ont des exigences, mais en fait, elles regroupent, je dirais, les meilleures pratiques au niveau international. C'est tout un tas de gens qui se sont mis autour d'une table mandatés par leur pays pour apporter la contribution des experts de leur pays là et proposer finalement la meilleure façon de travailler. Et justement, c'est pour ça qu'il faut s'y référer et les appliquer. Et les exemples en stratégie, on a l'évaluation des solutions d'économie circulaire et sur le site web de Score SIA, vous verrez comment l'ACV rentre bien sous la dimension environnementale pour évaluer la performance environnementale de l'économie, des solutions d'économie circulaire. On a l'utilisation des mythes planétaires qu'a mentionné Philippe tout à l'heure pour établir des stratégies. Et il y a des initiatives au niveau international comme Science Based Target. Là encore, une étude de Score SIA montre un peu comment faire. Et puis, donc, tous les travaux là, au niveau des organisations, avec notamment des publications de la Life Cycle Initiative, de retours d'expérience qui peuvent être très utiles aux entreprises qui ont envie d'agir en stratégie.
Je mentionne au passage la méthodologie ACT de l'ADEME qui focalise spécifiquement sur le carbone et l'établissement de stratégie carbone, où là encore la comptabilité va être prise en compte, et puis la neutralité carbone, on est en train d'y travailler. Donc voilà un peu sur la stratégie ce qu'on peut faire. Et là, on se dit, ah oui, je ne fais pas une ACV, j'utilise ces méthodes de quantification environnementale pour élaborer ma stratégie. Sur R&DI, je ne vais pas forcément m'apesantir parce que c'est aussi vraiment sur le colloque, je dirais, des exemples que vous allez voir après toute la journée. Mais quelque part, voilà, on va gérer un portefeuille de technologies à différents niveaux d'avancement et parfois on va se dire celle-là, bah non, ça ne va pas marcher. Moi, je veux améliorer d'un point de vue environnemental et on ne va pas y arriver. Hop, j'arrête. Celle-là, je veux continuer. Celle-là, je veux même accélérer finalement son développement parce qu'elle est porteuse de sens. Donc voilà, et ben là, la CV va pouvoir quantifier évidemment les différentes démarches. On peut supporter des dossiers de demande de financement pour ceux qui le font, ils savent très bien de ce dont je parle, soit au niveau français ou au niveau européen, et notamment pour montrer une performance anticipée avant de justifier 100 000, 200 000, 300 000 ou plus euros pour faire avancer le dossier. Donc on fait des études en amont. Hein. Là, effectivement, c'est vraiment une spécificité de la pratique qui est de s'adresser à des phases amont. On a peu de données, donc on envisage, on essaye d'avoir des approches un peu spécifiques et là encore assez simplifiées. Et effectivement, il y a plusieurs normes en référence, des méthodes qui existent. Sur la communication environnementale, donc voilà, on a fait ces stratégies. On a travaillé, on a progressé, on a à chaque fois appliqué un peu la CV. Et là, maintenant, on veut faire connaître les choses. Alors, on veut faire connaître la performance environnementale, là, en l'occurrence, ou à l'inverse, et c'est un peu comme les usages précédents, on a le miroir, c'est réaliser des achats verts. Voilà, donc on fait rencontrer quelqu'un qui a une demande et quelqu'un qui a une offre. Et évidemment, ça permet de comparer des fournisseurs. On peut avoir des seuils à mettre dans les appels d'offres. Les spécificités de la pratique, là, ici, c'est bon, on veut faire comprendre. Donc, parfois même, on va jusqu'à des notes uniques qui sont souhaitées par certains pour l'affichage environnemental. On a besoin de confiance en regard, de crédibilité. Donc, ça va impliquer de la vérification, des revues critiques et on veut être précis. Et là, beaucoup de normes se sont développées parce que justement pour ce besoin de crédibilité, donc toute la série ISO 14020 hein, qui est associée à la communication environnementale, prend les données de toutes les normes réalisées par le sous-comité 5, donc ISO 14044, les données d'empreinte eau justement, comme évoqué précédemment, les données d'empreinte carbone, et va essayer j'allais dire de les mettre en page, hein, mais quelque part de les préparer pour être communiquées. Et on a dedans aussi des guides pour les allégations environnementales, donc 14021 en apporte beaucoup, qui ont d'ailleurs été reprises au niveau français par le ministère pour justement bien cadrer ce qu'on peut dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire après certains travaux. Dans le domaine du bâtiment, c'est très développé. Dans le domaine des produits, des équipements, donc électriques et électroniques, on a aussi des normes sectorielles hein, qui se développent comme ça. Et puis les normes de l'affichage environnemental français. Donc des exemples, vous pouvez consulter les sites web des programmes dans le domaine du bâtiment, comme Ignes ou Pepeco Passport, le site web de direction des achats de l'État qui irrigue un peu avec des recommandations l'ensemble des achats de l'État, de toutes les divisions de l'État jusqu'au niveau des collectivités locales. Et puis voilà, évidemment, les travaux d'affichage environnemental en France depuis 2008 qui sont bien illustrés sur le site web de l'ADEME et les travaux PEF sur le site web de la DG Environnement. Donc voilà, ici, là, l'idée, c'est que par ces achats verts, par la communication environnementale, finalement, on va avoir un levier pour la prise en compte de l'environnement lors de la conception des produits et des services. C'est qu'on va solliciter finalement la R&D pour qu'elle s'améliore et du coup pousser un peu la mise en place de stratégies. Et évidemment, quelqu'un qui répond avec une entreprise pour satisfaire un gros marché qui représente, supposons, 30% ou 20% de son business, il va s'améliorer sur tout son business. Le levier, il est là. Hein, c'est que quand on subit, entre guillemets, un achat vert, par exemple, de l'État, on s'améliore sur tous ses angles, sur tous ses aspects et vers tous ses clients. Dernier point, lobby technique et réglementaire. Souvent, le mot lobby, il est un peu, on le voit, ouais, on aime, on n'aime pas, quoi. Hein. Mais quelque part, c'est quand même très important que grâce à cette pratique d'ACV, on puisse élaborer des réglementations appropriées. Donc, pour ceux qui les élaborent, hein, donc on va penser à des seuils, des taux de recyclage minimum, mais aussi on ne va pas aller au-delà de certains seuils parce que là, on inverserait la tendance et justement, on renverserait la performance environnementale. Donc, identifier des seuils, aider les investisseurs
d'investissement vert. On a des gros travaux qu'on appelle de taxonomie verte au niveau européen pour guider ceux qui veulent mettre de l'argent dans des technologies propres. On va quantifier là encore, et c'est important de le faire. Bon, dernier point qui, heureusement pour l'instant, et j'espère que ça ne va pas se développer, c'est toute action en justice entre concurrents qui communiquent, moi je suis meilleur que l'autre, et puis le gars n'était pas prêt et il n'a pas fait une ACV, bah, peut-être il va se faire traîner en justice et il va devoir se défendre, et il n'y arrivera pas, il va être condamné, et ce sera fait grâce aussi à ces études d'analyse de cycle de vie. Donc là, on ne peut pas dire n'importe quoi en communication non plus. Et ça peut aller jusque-là. En France, c'est la DGCCRF qui fait ce genre de ménage, je dirais. Évidemment, là, les spécificités, on va regarder les seuils, les conséquences associées aux décisions avec des approches donc parfois qu'on appelle conséquentielles. Et puis, évidemment, ça regroupe aussi toute la réflexion méthodo et les contributions de fédérations professionnelles, les échanges justement lors de la mise en place des réglementations. Et là encore, on a des exemples nombreux où la CV est utilisée. Alors, je dirais cette réglementation environnementale 2020 avec Barbara Pompili qui l'a annoncé, voilà, elle va être mise en place avec des seuils de CO2. Donc ça y est, c'est fait. Et justement, à terme, pour avoir son permis de construire, on va devoir effectivement être assez démonstratif. On a les réglementations plus anciennes sur tous les déchets et justement les responsabilités étendues des producteurs avec tous ces éco-organismes qui se sont mis en place, des directives qui là plutôt auraient donc sur la performance plutôt CO2 de carburant, les travaux sur la taxonomie verte que je mentionnais, donc là encore quelques études qui peuvent être téléchargées sur le site web de ScoreSIA, avec les achats verts qui sont justement repris par la DGCCRF et la RPP. Et enfin, tout ce qui est cadrage méthodologique sur CCS et CCU. Donc on a vraiment là ici un dernier usage qui finalement est assez riche et structurant pour la société. En conclusion, là on a vu, focaliser sur la CV, mais évidemment, et comme Philippe l'a montré aussi en introduction, on a derrière une ouverture, et c'est ce que disait aussi Madame Avril tout à l'heure, c'est qu'on ne va pas se limiter à cette approche-là, on peut faire des passerelles, des liens forts avec les sujets de biodiversité, de toxicité, la dimension sociale aussi, on est en train de regarder ces approches-là, c'est aussi développé dans la chaire. Les monétarisations, les systèmes d'information géographique, tout ce qui est table entrée-sortie, et enfin même la digitalisation, et finir là-dessus, c'est que quelque part, on va vouloir dans la conception, et je mentionnais tout à l'heure dans la R&D, tout ce qui était éco-conception, mais c'est vraiment intégré dans la conception traditionnelle de l'environnement, c'est à ça à terme qu'on doit arriver, on ne parlera plus d'éco-conception, on dira juste on fait de la conception, on ne parle pas de conception, la qualité elle est intégrée, l'environnement ça va l'être aussi à terme. Pour que ça le soit, il faut évidemment digitaliser, permettre aux concepteurs d'avoir en permanence l'information de ce que son action en termes environnementaux implique. Et dernier point, voilà, l'ACV a des fondements robustes, des applications sont encore à développer, notamment avec ces interactions-là, donc il y a besoin de recherche et de nombreux cas d'études, de nombreuses publications en français et aussi en anglais existent sur le sujet. Merci à tous.